mes amis de l'université. Alors, ceux et celles d'ailleurs qui veulent prendre cet âge-là pour le mettre bien dans leur dos, vous avez les t-shirts, voilà, 30 ans, qui seront votre âge réel, n'est-ce pas? Alors ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir un jeune homme en la personne de Valentin Russeil. S'il n'a pas mis ton nom quelque part, ah si, voilà. Voilà. Je vous dis quelques mots à son sujet parce qu'il ne faut pas que je sois trop long, sachant que tout l'intérêt, et c'est pour cela que vous êtes venus, tient aux propos qu'il nous donnera sur la Réunion peut-elle être autonome en alimentation et en énergie à l'horizon 2040. C'est donc voir loin, et il a raison. Vous le savez sans doute, les grands sujets de préoccupation, et je dirais même d'inquiétude pour un grand nombre de personnes, ce sont les questions liées à la santé, au pouvoir d'achat et à l'avenir. En particulier, tout ce qui tourne autour de l'alimentation, de l'électricité et de problèmes climatiques, etc. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes inquiètes, mais en tout cas, ce soir, avec les propos revigorants et très ouverts sur l'avenir, sans doute, vos sujets d'inquiétude disparaîtront-ils. Et puis demain matin, vous vous réveillerez, tout guillerez et guillerette, n'est-ce pas, en vous disant « Ah, je n'ai plus de sujet d'inquiétude. Cela m'inquiète. » Alors, quelques mots donc à propos de Valentin, qui sera le magicien de la soirée, et ça tombe d'autant mieux qu'il est bien nommé, puisque demain, le monde entier va fêter Valentin. N'est-ce pas? Merci pour voilà, les encouragements, applaudissements. Alors, soyons plus sérieux quand même. Valentin est docteur de l'université, pourra présenter une thèse en juin dernier, et je vais vous donner le titre exact, mais il vaut mieux que je le lise, parce que souvent, les titres de thèse sont souvent un peu compliqués. Le point de départ, ça va bien. Perspective d'autonomisation alimentaire électrique de l'île de la Réunion. Jusqu'à présent, vous comprenez sans difficulté, n'est-ce pas? Alors, les propos suivants. Enseignement de la modélisation spatiale dynamique et de l'anticipation participative. As tout compris? Voilà. Bon, les propos seront peut-être plus clairs que cela. Alors, dans ce qu'on appelle l'abstract, la question est de savoir comment sortir par le haut des inquiétudes sur l'autosuffisance. Alors, juste, je cite les propos de Valentin lui-même. Premièrement, en mettant l'accent sur 5 processus clés identifiés comme exerçant une influence locale sur l'autonomisation. Diversification de la canne à sucre, urbanisation, conversion de friches agricoles, développement du photovoltaïque au sol et évolution des comportements des consommateurs. Là, vous avez tout compris, n'est-ce pas? Le détail est à venir. Deuxièmement, 5 scénarios privilégiant tour à tour la production alimentaire, électrique ou recherchant un compromis. Là aussi, les choses sont claires ou vont le devenir principalement. Alors, dans le présent, Valentin travaille comme chercheur post-doctorant. Je précise au passage, lorsqu'on a terminé une thèse, c'est non pas un privilège, mais comment dire cela? Les professeurs d'université n'accordent pas le post-doctorat à tout le monde. Il faut avoir été brillant. C'est son cas. Bravo. Attention, ça chauffe là. Donc voilà, il travaille comme chercheur au CIRAD. Bon, vous connaissez sans doute, en tout cas les Saint-Pierrois. Le CIRAD, c'est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Bon, on est dans l'océan Indien, mais régions tropicales, nous connaissons. Alors, pour anecdote, quand on arrive devant celui ou celle qui sera le directeur de thèse ou bien le conseiller, généralement, on y arrive dans ses petits souliers, comme ça, tout tremblant, en disant « Voilà, je vous propose un sujet de thèse, mais je crains qu'il ne soit pas accepté. » Enfin, voilà. Et donc, lorsqu'il s'est présenté à la directrice du CIRAD, c'est l'anecdote qu'il m'a contée, la dame qui l'accueillait, donc la directrice, avec des grands yeux comme ça, et elle lui dit « J'ai grand peur. » C'est moi qui ai peur. C'est moi qui ai peur, plus précisément. Pourquoi? Parce que le sujet que Valentin embrasse est tellement vaste
et pas forcément avec des fondements précis, n'est-ce pas? Et donc, elle craignait, si vous voulez, qu'il aille un peu à l'écueil. Vous allez voir que ce n'est pas le cas, même pas peur, va l'on dire, Valentin, allez, on y va. Merci, quel lancement, j'espère être à la hauteur de, de l'introduction. Alors, juste petit bémol sur le côté, vous vous réveillerez demain de bonne humeur, avec tous vos soucis disparus. Ça, j'avais pas noté ça dans le... J'ai pas dû voir ça dans le mail, mais je ne vous promets rien. Donc enchanté d'être là, hein. Merci aux amis de l'université. La Réunion peut-elle être autonome en alimentation et en énergie à horizon 2040? Alors bon, c'est un titre, on va dire un titre d'appel, hein. Je vais essayer de vous décrire ce que j'ai pu comprendre des questions d'autonomie, alors en alimentation et en énergie, qui sont les deux gros sujets à La Réunion. Pendant ces 3 ans et 9 mois de gestation de thèse. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui m'ont encadré, qui ont cru en ce projet. D'abord l'ADEME qui a été le financeur, et puis donc 2 unités du CIRAD, donc Tétis et BioWeb, et puis le laboratoire Piment, dans lequel était mon directeur de thèse. Allez, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet, avec toutes ces petites bulles. Autonomie alimentaire énergétique, c'est des mots qui sont chargés, qui sont forts. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, il y a eu beaucoup de réticences et de réactions, on va dire, à ces mots-là. Le point de départ, pour moi, peut-être pour vous aussi, ça a vraiment été un contexte, on va dire, un peu anxiogène, un peu de crise. Notamment, moi j'ai souvenir pendant la période Gilets jaunes, où j'étais à l'étranger et je suivais la situation de loin, ce qui se passait. Mes parents m'expliquaient qu'il y avait des produits qui disparaissaient dans les rayonnages, qui se mettaient à utiliser le vélo pour économiser la voiture. Donc en l'espace de 2 semaines et demie, c'est quand même allé très très vite. L'érosion, on va dire, des stocks est allé absolument vite. On a eu ensuite le Covid, la Covid, je sais jamais, avec toutes les perturbations de chaîne d'approvisionnement que ça a entraîné, peut-être moins visible pour le grand public, même si bon, nous on a connu quand même le confinement, mais au niveau du système alimentaire notamment, il s'est passé des choses assez effarantes, et il y a eu plusieurs ressources qui sont arrivées vraiment au bord de la rupture de stock. J'en parlerai plus tard. Aujourd'hui, on est dans un contexte post-Ukraine, en cours détroit, enfin non, pas post-Ukraine, c'est toujours en cours. On a des soucis au niveau du détroit d'Ormuz également, donc plein d'indicateurs qui montrent à quel point un petit territoire est dépendant de chaînes d'approvisionnement mondialisées, extérieures, de logistique complexe. Un territoire vulnérable à ce qu'une géographe appelle, Magali Reguezazid, des risques systémiques et globaux. Et il faut savoir que ces objectifs d'autonomie alimentaire, énergétique, électrique, ont fait l'objet de beaucoup de discussions au niveau européen, au niveau national. Et ici à La Réunion, on est une région un peu pilote, ou peut-être un peu folle, qui s'est donné pour objectif, pour ambition, d'aller vers l'autonomie alimentaire. Donc ici on a l'exemple avec un article où le département avait voté ce plan pour l'autonomie alimentaire. Également une inscription notamment dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui était une déclinaison de la loi de transition pour la loi pour la transition énergétique et la croissance verte de 2015, ça remonte un peu, mais qui inscrivait clairement d'aller vers l'autonomie énergétique pour les territoires insulaires. Alors moi, mon hypothèse, c'est que ces plans et ces ambitions ont été faits un peu vite et un peu avant de compter les choses. Et donc quand moi j'ai commencé mon travail de thèse, je me suis dit bon, on va prendre un peu ces 2 objectifs et regarder mais concrètement qu'est-ce que ça donne si on met déjà les 2 ensemble, parce que j'ai l'impression que les gens qui travaillent sur ces politiques ne se parlent pas forcément ou ne sont pas forcément au courant de ce que ça peut impacter et de ce que ça
de ce que ça, à quel point ça demande une grande structure de production, et pour notre tout petit territoire, est-ce que ça peut tenir? Alors, on va regarder d'abord les choses un peu séparément. En entrée, je vous propose donc ce graphique spaghetti. Mangeons-nous local aujourd'hui? Alors, je vais essayer de me rapprocher du graphique, parce que j'arrive mieux avec mes mains. Donc ici, de gauche à droite, vous avez, on va dire, un schéma du système alimentaire réunionnais, qui suit plutôt ce qui se mange, ce qui rentre dans vos organismes. C'est le petit encadré là-bas avec le couteau et la fourchette. Et l'origine de ces denrées, c'est ici à droite. Donc on a la production locale et les importations. Tout ça, c'est des volumes. La mise à disposition sur le territoire, ce sont ces 6 denrées, ici, 6 catégories de denrées alimentaires. Donc ça va des viandes, poissons, œufs, aux protéagineux, en passant par là, fruits, légumes, produits laitiers, huiles et céréales et tubercules. Et puis la déclinaison de ces différentes denrées en ce qu'elles apportent, on va dire, leur devenir sur le territoire. Donc il y en a une partie qui sont perdues, soit par gaspillage, soit par exportation. Pas grand-chose, on est en exportation sur le strictement plan alimentaire. Je vois déjà venir la question sur la canne à sucre, qui n'est pas incluse dans ce schéma, à dessein, puisque le sucre n'est pas considéré par les chercheurs comme une denrée qui participe directement à la sécurité alimentaire notamment. Mais en tout cas, voilà, sur les autres produits, et puis donc il y a tout cet encadré qui est donc ce qui rentre vraiment dans nos organismes. Et donc, ce qu'on voit déjà, c'est, en regardant juste les importations et la production locale, on a à peu près, voilà, 28% en massique. Donc ça veut dire 28% de ce qu'on consomme à La Réunion est produit localement. Sachant que dans le produit localement, on ne regarde pas encore l'origine des intrants. On regarde juste, est-ce que la poule a été élevée à La Réunion? Est-ce que l'aubergine a poussé dans le sol réunionnais? Et si on regarde en calorique, c'est-à-dire en essayant de pondérer en fait, oui, en fait, absolument clé de toute cette question alimentaire, on est à moins de 1%. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de 28% ou 13% en global, quand sur une catégorie absolument essentielle, on est à moins de 1%. Et puis c'est que l'alimentation humaine, c'est pas tout. On a d'autres dimensions, la question des intrants au sens large. L'alimentation animale, est-ce qu'une bête élevée localement l'est réellement si son alimentation provient de l'extérieur? Et puis les composts, les engrais, tout ce qui va participer à la fertilité des sols, où là aussi on a énormément d'importations. Je détaillerai ça par la suite. Alors sur l'énergie, l'objectif initialement c'était de travailler sur l'énergie au sens large, un peu compliqué. L'énergie c'est ça, à La Réunion. C'est 64% ce qui rentre dans toute la mobilité. Donc on va dire que le gros du souci ou de l'équation du sujet, c'est quand même la mobilité. On a une petite partie, c'est la flamme ici, c'est tout ce qui est chaleur, donc chaleur industrielle, mais aussi chaleur de cuisson, etc. Mais c'est quand même pas mal de chaleur industrielle. Et alors moi, je me suis intéressé qu'à ces 23% restants, qui sont vraiment la partie électrique. Et dans ces 23%, on a donc un gros 70% qui est des ressources fossiles importées. Et puis, à peu près, voilà, les 30% restants se divisent à peu près également entre, en gros, du solaire, de l'hydroélectricité et des biomasses locales. On a quelques autres productions, on a un peu d'éolien, etc. Mais c'est vraiment assez minime. Je suis vraiment resté sur ce qui est le principal. Et donc on est voilà, à peu près un tiers aussi également sur l'électricité. On était un tiers en massique pour l'alimentaire. Et alors, je commence à embrayer vers la suite. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé aussi à construire mon sujet, c'est de commencer à regarder que finalement déjà dans ce un tiers, on a une part qui est quand même pas négligeable, qui est de la bagasse de canne à sucre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la canne à sucre est donc constituée de fibres et de sucre. Donc quand on récolte la canne à sucre, on presse la canne, on récupère un jus sucré qui va permettre de faire notamment du sucre et d'autres un peu coproduits dérivés. Et puis toute la partie fibreuse qui reste, c'est donc cette bagasse qui est brûlée et qui, jusqu'à récemment, était brûlée avec du charbon dans les centrales
Gaulle et Bois Rouge. Aujourd'hui, maintenant, c'est des pellets de bois qui remplacent le charbon, mais il y a toujours cette bagasse, voilà, de canne à sucre, qui est donc pas négligeable dans notre mix électrique. Et donc, ça a commencé à se dessiner dans ma tête, cette idée de, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une question foncière derrière cette question de l'autonomisation? Alors, si, quand même, mais surtout, est-ce que cette question foncière ne serait pas absolument capitale pour un territoire aussi petit que La Réunion? En se rendant compte que voilà, on a des usages, donc à peu près 9% des surfaces, donc très majoritairement de la canne à sucre, on a aussi un petit peu de photovoltaïque au sol, qui vont participer à la production électrique. Des usages qui vont participer, donc ici des prairies, à nourrir les animaux d'élevage. Des surfaces qui vont contribuer directement à produire ce qui va rentrer dans notre assiette, des productions végétales notamment, 5% des surfaces. Et puis après, des surfaces qui viennent un peu modifier notre capacité sur le long terme à être capable de produire notre nourriture et notre énergie. On a d'abord l'urbanisation, qui est un peu la némésis quand on s'intéresse à ces questions-là. Alors voilà, pour se faire peur un petit peu, l'urbanisation, donc aujourd'hui ce sont ces surfaces en grise, donc je ne sais pas si on voit bien de là où vous êtes, la tache urbaine, c'est comme ça qu'on appelle ça. On a des zones en bleu et en vert qui correspondent grosso modo aux zones où il est prévu d'étendre la ville, d'après les plans locaux d'urbanisme et le SAR, donc le schéma d'aménagement régional. Et puis toutes ces zones en rouge, ça c'est une aire que j'ai calculée, qui est en fait, en prenant des contraintes, on va dire, extrêmes, de pente, de zonage réglementaire, enfin réglementaire au sens impossibilité totale de construire, type le parc, des espaces naturels sensibles, etc. On a potentiellement, là où pourraient s'étendre toutes les constructions illégales et ou même d'autres constructions si les PLU venaient à évoluer, etc. Notamment en prenant un buffer, donc une zone en fait autour des routes, et en regardant en fait à partir d'images satellites que au maximum on ait des cultures, des habitations notamment illégales sont à moins de 60 mètres d'une route. Donc ça nous donne comme ça la zone, on va dire, maximale sur laquelle pourrait s'étendre la ville. Et donc effectivement, on voit qu'il y a un risque absolument extrême à long terme, à très long terme, de consommation du foncier. Et puis on a l'espoir. Enfin, pour beaucoup d'acteurs du territoire, c'est l'espoir. Ce sont les friches mobilisables, où on se dit, bon ben, on a des terres qui ne sont pas encore en culture, on va les remettre en culture, et grâce à ça, on va pouvoir produire et atteindre l'autosuffisance. Mais les friches sont des petits confettis, 2 à 3% du territoire, donc c'est quand même vraiment pas grand-chose. Et donc voilà, une fois qu'on a ça, j'ai pu poser mon hypothèse, qui était donc l'arbitrage du foncier était central dans l'autonomisation alimentaire électrique de l'île, et que, voilà, essayer de réfléchir à partir de notre territoire, de 2500 km² avec ses 861 000 habitants, et encore moins de surface agricole utile, jusqu'où on allait pouvoir aller à horizon 2040, en termes d'autonomisation alimentaire, électrique, et puis surtout, à quel coût, à quelles conditions, avec quels arbitrages. Alors, rapidement, c'est pour expliquer un peu l'anticipation participative et tout ce charabia du titre. En fait, le travail de thèse repose sur 3 gros blocs. Donc, un aspect modélisation sur lequel je vais revenir, des entretiens avec des acteurs du territoire, et puis de l'anticipation. Donc, l'idée, c'est un modèle, en fait, c'est une représentation simplifiée du réel. Donc, c'est un espèce de petits jeux vidéo que vous construisez vous-même, et puis vous allez voir les acteurs, qui sont des gens très sérieux, de l'administration, des filières agricoles, des ONG aussi, et puis vous leur demandez, est-ce que cette représentation simplifiée pourrait représenter un peu ce qui se passe sur le terrain, en termes de dynamique d'usage des sols, en termes de production agricole. Alors eux, ils corrigent, ils rajoutent, etc. Et ensuite, on leur demande de faire un certain nombre d'hypothèses sur, à partir de la trajectoire qu'on observe là, dans cette petite représentation simplifiée, est-ce qu'on peut imaginer des grandes hypothèses à horizon 2030, 2040, et avec ça, on commence à construire
des scénarios. Donc les acteurs nous expliquent, oui, ben là, je pense que ça pourrait aller un peu plus ou un peu moins, ou s'il y a telle loi qui est mise en place, il y aurait cet aspect-là qui serait différent. Et donc voilà, on va transposer des scénarios de mots en scénarios de nombres, qu'on remet dans le modèle, et on est reparti pour un tour. On refait un nouveau jeu, plus détaillé, on leur montre ce que ça donne, et on leur demande cette fois-ci, est-ce qu'on peut avoir vraiment quelque chose de complètement différent, d'absolument ambitieux, et ça nous donne un dernier scénario, voilà, que je vous présenterai dans les analyses des simulations, donc, qui sont ces analyses de scénarios qui ont été co-construits avec les acteurs. Alors, nouveau plat spaghetti en arrivage. Pour vous expliquer un peu cette représentation simplifiée de la réalité, comment elle fonctionne, on a travaillé à partir d'une carte, donc c'est la carte de la Réunion, c'est une carte d'usage des sols, donc c'est des satellites qui arrivent à prendre des photographies, alors c'est dans le monde entier, mais notamment à la Réunion, c'est une résolution de 1,5 mètres, donc c'est vraiment très précis. Alors ce travail, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a des chercheurs du CIRAD qui ont réussi à reconstituer en fait une carte d'usage des sols à partir de ces photographies, donc savoir où est la canne, où est la forêt, où sont les prairies, etc. Là-dessus, nous, on va redessiner des parcelles agricoles, placer une population, un cheptel, donc des poules, des canards, tout ce que vous voulez. Et puis, on va regarder, en estimant des rendements, voir un petit peu ces parcelles agricoles, qu'est-ce qu'elles produisent comme, par exemple, comme fourrage, comme production végétale, comme bagasse. On va regarder aussi population et cheptel, qu'est-ce que ça produit comme déchets. Donc ici, j'en ai mis que 2 exemples, mais il y en a un peu plus, notamment il y a des effluents d'élevage, etc. Et puis, on va regarder ces différentes biomasses, comment elles contribuent à l'autonomisation alimentaire et électrique du territoire. Donc, une première contribution possible, c'est la fertilisation azotée. Donc, un certain nombre, notamment des biomasses déchets, avec lesquelles on peut faire des composts, qu'on peut épandre sur les terres agricoles, pour en fait donner des nutriments qui vont permettre de produire la génération suivante de plantes, de cultures. On a de l'alimentation animale, donc essentiellement du fourrage pour les ruminants. On a de l'alimentation humaine directement, et puis donc une petite partie qui peut être valorisée en électricité. Et donc ici, on voit le problème de départ, qui est une autre façon de présenter ce que j'ai dit au départ. C'est que donc là, les flèches sont proportionnelles aux quantités, et donc on voit bien entre ce qu'on produit et ce dont on a besoin, c'est plus qu'un écart. Et ça peut se calculer. Donc ici on voit pas très bien, mais sur la fertilisation azotée, bon, il y a pas mal de débats, mais on est a priori entre 20 et 40%. Là ici j'ai représenté plutôt 20%. Donc 20% de la fertilisation qui est assurée par des ressources locales. Alors sur l'alimentation animale, on a 2 composantes. On a la composante des fourrages, où on est quasiment à 100%, qui est la composante de droite, 97,9%. Et par contre sur la gauche, c'est ce qu'on appelle les concentrés. Alors ça, c'est ce que produit Urcopa, que tout le monde connaît par exemple. Donc c'est tous les granulés qui pour nourrir les poules, les cochons, etc. Mais même les vaches, ils mangent pas mal de granulés ici d'ailleurs. Et là-dessus, on est à moins de 1%. Donc pareil, là, une grosse source de vulnérabilité. Donc voilà, 28,4, et puis à peu près un petit peu plus d'un tiers pour l'électricité. Et donc ça, ce sont des indicateurs qu'on va pouvoir suivre. Ça, c'est notre image initiale en 2019, et on va regarder un peu comment ces indicateurs peuvent évoluer dans le temps selon nos différents scénarios. Alors, pour faire des scénarios, déjà pour faire bouger les choses, comment ça marche? On a ce qu'on appelle des paramètres contraints. Donc ça, c'est le fonctionnement vraiment du modèle. Donc on a l'image statique que je vous ai présentée avant, et là, c'est ce qu'on implémente pour faire bouger tout ça. Donc dans les paramètres qui sont contraints, donc l'évolution est planifiée à l'avance, on a la démographie, la taille et la composition du cheptel, les régimes alimentaires, qu'est-ce que les gens vont accepter de manger, le mix électrique. On a donc les indicateurs que je vous ai présentés qui sont calculés à partir de ces paramètres contraints et de la carte d'usage des sols qui est chargée en 2019. Et puis là, en 3, on a un certain nombre de processus, c'est ce dont parlait Yves en introduction, qui vont faire évoluer l'état du système. Donc le premier, c'est la diversification de la canne à sucre. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 200 hectares
de canne à sucre chaque année qui se transforment en culture alimentaire et en prairie. C'est un processus un peu de fond, et là-dessus on peut faire des hypothèses sur est-ce que ça va ralentir, est-ce que ça va accélérer, et c'est quelque chose qui est absolument déterminant en fait sur ce dont je vous parlais au départ, c'est 2 à 3%, est-ce qu'on peut en récupérer un peu, beaucoup, passionnément. L'urbanisation, à quelle vitesse va aller l'urbanisation et comment elle va grignoter éventuellement les terres agricoles. Et puis le photovoltaïque au sol, qui au final ne pesait pas beaucoup dans le total, mais les acteurs tenaient vraiment à le prendre en compte. Et puis voilà, après un certain nombre de variables qui vont nous permettre de placer un peu comment ces choses impactent le paysage, donc la pente par exemple, c'est-à-dire que plus on a de pente, plus on va avoir de diversification, parce que la mécanisation de la canne est compliquée, les agriculteurs essaient de se tourner vers autre chose, donc vont tendance, surtout si les parcelles sont petites, vont avoir tendance à abandonner la canne pour faire autre chose. Mais seulement s'ils ont de l'irrigation, qui est par exemple voilà, une deuxième variable contrainte. Et puis on a la question de l'ensoleillement qui va évidemment jouer là où vont se placer les panneaux photovoltaïques, etc. Donc on a comme ça 11 variables contraintes qui permettent de placer, on va dire, ces dynamiques. Et puis donc le modèle fait des répétitions, donc ça pour 2019, il fait évoluer la carte de 2019 un petit peu avec ces processus, et puis on recommence. 2020, à partir de la nouvelle carte qui a été modifiée, on recalcule les nouveaux indicateurs d'autosuffisance et on va un cran plus loin en fonction des scénarios. Alors ces scénarios, ici c'est un petit bilan qui reprend la première diapo, donc à partir d'un état initial jusqu'à l'horizon 2040, on a comme ça plein d'hypothèses qu'on peut faire en fait sur l'évolution des surfaces. Donc la canne à sucre, est-ce qu'on va maintenir un système cannier productif industriel? Est-ce qu'on va passer sur un nouveau modèle cannier orienté qualité sur des plus petites surfaces? Sur les prairies, on a évidemment voilà, la vitesse de diversification des prairies, la vitesse de diversification de la canne en culture alimentaire. Sur l'urbanisation, c'est est-ce que des lois vont être mises en place, est-ce qu'elles vont être respectées, et est-ce que ça va permettre de juguler ou non l'étalement urbain, etc. Puis la même chose sur les friches. Donc présenté de manière un peu plus standardisée, ça nous donne comme ça 5 scénarios. Donc le premier, c'est vraiment une poursuite de tendance. Donc on poursuit les courbes telles qu'elles étaient en 2019. Il est un peu comment dire, obsolète maintenant, notamment parce que la poursuite d'un mix dominé par les énergies fossiles, aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui a déjà beaucoup évolué à La Réunion. On pourra y revenir. Mais voilà, on poursuit en tout cas les tendances sur une légère diminution de la canne, urbanisation au même rythme, pas de friches reconverties, parce qu'aujourd'hui on en reconvertit autant que ce qui s'en friche, donc un gain net zéro, un petit peu de photovoltaïque, et puis une poursuite des régimes alimentaires. Alors il faut savoir que les régimes alimentaires aujourd'hui, c'est pas des tendances extraordinaires vis-à-vis de l'autonomisation, puisque les gens mangent en fait de moins en moins de fruits et légumes, de plus en plus de viande qui est par ricochet une alimentation qui consomme beaucoup d'espace. Et les gens mangent de manière générale de moins en moins d'alimentation traditionnelle. Un responsable de filière me disait par exemple que selon lui, si ça continue, dans 20-30 ans, le curry c'est quelque chose qui appartiendra au passé, quoi. C'est vraiment un type d'alimentation qui est en train de s'éroder à La Réunion. Le deuxième scénario, donc priorité alimentaire, là l'objectif c'est vraiment de mobiliser toutes les terres, le plus de terres possible et le plus de ressources possibles pour faire soit de la fertilisation, soit nourrir les animaux, soit nourrir les hommes. Donc là l'idée c'est que donc on passe sur un mix électrique PPE, donc programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est le mix électrique qu'on suit aujourd'hui. Mais dans ce mix PPE, tout ce qu'on pourrait, toutes les biomasses, donc la matière vivante qu'on pourrait méthaniser, donc c'est-à-dire transformer en gaz, puis brûler, etc. On va pas faire ça, on va vraiment garder toute la matière vivante pour faire des composts, pour de la fertilité, etc. De l'épandage direct, par exemple, pour nourrir les animaux. On fait l'hypothèse qu'il y a une partie des biodéchets, donc c'est tous les déchets de cantine, par exemple, de restauration scolaire, qui sont utilisés directement pour remplacer une partie des concentrés. Dans ce scénario-là, on a également donc, la canne à sucre qui disparaît, littéralement. Donc c'est
une hypothèse qui est déjà quand même assez forte, surtout l'hypothèse derrière qui est très forte, c'est qu'il y a suffisamment de personnes et de main-d'œuvre pour reprendre ce qui vient après, c'est-à-dire des prairies et des cultures alimentaires, ce qui n'est pas du tout gagné, mais voilà, c'est un modèle. On fait ce qu'on veut. Et puis, voilà, on diversifie beaucoup au niveau des friches, etc. Le S3, c'est l'inverse de S2, où cette fois-ci, on prend vraiment toutes les ressources et toutes les terres qu'on a à disposition, et on essaie de produire le maximum d'électricité avec. Donc là, on va augmenter les surfaces cannières en se disant que ça va faire davantage de bagasse. Voilà. La canne, d'ailleurs, augmente son taux de fibre, donc c'est pas une canne énergie, mais c'est ce qu'on appelle une canne mixte, c'est-à-dire une canne qui va gagner quelques pourcentages de taux de fibre sans perdre sur son sucre. C'est aujourd'hui ce sur quoi se sont mis un peu d'accord les différentes filières, et filière canne notamment, ce qui permet d'augmenter un petit peu l'efficacité énergétique du tout. Et voilà. Et là, par contre, tout ce qui peut être méthanisé, brûlé, pour faire de l'électricité, tout est utilisé voilà, dans des centrales et pour faire des composts, pour faire pour être méthanisé, etc., pour faire de l'énergie. Et donc, c'est des ressources qui ne sont plus disponibles pour faire de la fertilisation, par exemple, ou pour nourrir les animaux, etc. Le S4, il est à mi-chemin entre les deux. C'est aujourd'hui le S4 qui est vu comme le compromis de tous les acteurs agricoles, administration, etc. C'est ce qui correspond au plan Agri-Pays, qui était un travail du département, de mettre vraiment autour de la table tout le monde. Et donc en fait, dans ce plan-là, qu'est-ce qui est prévu? C'est de ne plus toucher aux surfaces de canne à 20 000 hectares. Donc en gros, un tout petit peu de diversification et on s'arrête à 20 000 hectares. Donc dans la pratique, 20 000 hectares, on y est déjà. Donc ça veut dire, en fait, on ne touche plus aux surfaces de canne. Au niveau de l'urbanisation, c'est le respect du schéma d'aménagement régional, donc les objectifs que la région s'est fixés notamment en termes de lutte contre l'étalement urbain, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que la ville, que les nouveaux logements soient construits plutôt verticaux que horizontaux, voilà, pour limiter l'étalement urbain. C'est des gros objectifs très ambitieux sur les friches, la récupération des friches qui sont reconverties en agriculture pour faire de la canne, beaucoup, et puis aussi un peu d'élevage et de culture alimentaire. Et on a une première hypothèse sur l'évolution des régimes alimentaires qui serait juste de respecter le plan national nutrition santé. Donc c'est les fameux 5 fruits et légumes par jour, voilà, vous connaissez tous. Et puis S5, qui est donc le scénario, donc on avait fait un premier tour avec les acteurs, ça nous avait donné donc S2, S3 et S4, à partir de S1. S1 c'était le petit jeu initial, le petit modèle initial. S2, S3, S4, c'était des visions un peu extrêmes pour essayer de voir un peu les bords du bocal, comme j'appelle ça. Et puis S5, c'était la vision un peu de rupture, qui n'est pas consensuelle, mais j'avais pas le temps d'en faire plus. Et ça capturait quand même ce que plusieurs acteurs avaient en tête quand ils imaginaient un scénario vraiment de rupture. Et donc là-dedans, ce qui se passe, c'est que on reprend beaucoup d'hypothèses de S4. La seule majeure différence, c'est qu'on a un changement total au niveau de la filière canne. C'est-à-dire que ce n'est plus une production industrielle, ça devient quelque chose qui ressemble à une production plutôt orientée qualité, donc notamment pour faire du rhum de qualité. On s'entendra bien que voilà, le rhum Charette, à l'heure actuelle, ne répond pas tout à fait à... Je dis ça en étant réunionnais, mais bon voilà, quand on a goûté des rhums entiers, c'est quand même autre chose. Et ça s'accompagne d'une forte diminution en fait, des surfaces cannières, et ce qui remplace les surfaces cannières, c'est en partie des cultures à forte valeur ajoutée pour l'export, avec l'idée que ça permet quand même de mettre un pivot financier pour que des exploitations agricoles puissent bien s'en sortir, mais aussi un fort accent sur la diversification alimentaire, d'où cette petite céréale. Et donc on a du riz, du sorgho, du soja, du fruit à pain et beaucoup de tubercules qui sont développés dans ce scénario-là. On récupère le maximum de friches qu'on peut, et on a à peu près les mêmes hypothèses sur le plan national nutrition santé, mais avec l'hypothèse supplémentaire, qui on pourra discuter, est très ambitieuse, que les gens acceptent de manger un peu plus, notamment de féculents locaux. Donc un peu moins
un peu moins de riz, un peu moins de blé, et un peu plus notamment de tubercules. Et ça, on verra que c'est un gros sujet. Et après, donc, on fait tourner tout ça. Donc ça, c'est une image de ce qui se passe d'après le modèle, donc S2 et S4, dans la zone petit tampon, grand tampon. Donc là, ce qu'on voit en bleu, c'est des surfaces de canne qui se font grignoter, donc à des rythmes différents, par de la diversification. Et donc on arrive comme ça à l'état final, vraiment à deux paysages qui sont très différents. Alors le modèle fait ça à l'échelle de toute l'île, ici c'est juste un détail parce que sinon on voit rien. Et autre chose intéressante, alors vous voyez certainement pas de là où vous êtes, mais faites-moi confiance, il y a plein de petits points rouges en fait qui sont placés. Alors à chaque fois je dis qu'il faut que je change les couleurs parce que rouge et violet mauve, on voit pas la différence. Mais en gros voilà, il y a du rouge et du violet mauve, et le rouge c'est de l'étalement urbain. Qui est soit, on va dire, planifié quand il est en bordure de ville, soit quand c'est des petites tâches, ça correspond à des petites maisons individuelles, illégales ou pas. Mais du coup, dans S4, on a beaucoup moins de ces petits points rouges parce qu'on respecte des objectifs de densification. Il y en a un petit peu, mais quand même moins. Donc voilà, juste pour illustrer ce que produit un peu le modèle en termes visuels. Et puis, après, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de regarder ces fameux indicateurs, dont je vous ai beaucoup parlé au début, comment ils évoluent dans ces différents scénarios. Donc, j'ai représenté à chaque fois la trajectoire en rouge, point rouge, et par rapport à la trajectoire de référence, donc le scénario où on poursuit juste toutes les courbes sans pas toucher à grand-chose. Donc, dans le scénario S2, on passe de 28% à un misérable 35,4%. On reviendra sur ce résultat absolument incompréhensible. Dans S3, là c'est compréhensible. C'est le minimum, en gros ça bouge pas. Ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi. Dans S4, qui est donc la trajectoire qui est aujourd'hui mise sur la table par les acteurs du territoire, on passe donc de 28 à 41,3. Mieux. Et dans S5, le scénario de rupture, on arrive à 55,1%. Et donc pour rappel, comme 1% ça va jusqu'à 100, on en rediscutera après. Les chiffres en eux-mêmes sont pas... comment dire ça ? Ce qui est intéressant à comparer, c'est les rythmes d'évolution et les différences en fait entre ces chiffres. On pourra rediscuter des chiffres après. Donc la première chose, c'est que c'est avec S4 et S5 qu'on a les meilleurs taux. Donc on arrive entre 41 et 55% massique, je répète bien, à horizon 2040. Et alors une chose intéressante, c'est entre S2 et S5, la chose la plus intéressante en fait de ce graphique. Parce que si vous vous rappelez bien, dans S2, on enlève toute la canne et on la remplace par des cultures alimentaires. Alors que dans S5, on en laisse 6000 hectares. Et donc elle passe de 20 000 à 6 000 hectares à peu près. Et donc on en enlève moins, et pourtant on fait beaucoup mieux sur le plan alimentaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la diversification seule n'est pas du tout suffisante pour augmenter le taux de couverture alimentaire. C'est uniquement combiné avec, au premier chef, une évolution forte des régimes alimentaires, et aussi de nouvelles cultures, notamment qui vont aller produire sur la catégorie féculent, qui est vraiment la catégorie manquante, qu'on peut faire décoller cette courbe. Parce que dans S2, une chose que j'ai pas dite, c'est que certes, les surfaces augmentent, mais on produit grosso modo les mêmes choses qu'on produit aujourd'hui. L'idée étant que tout ce qui est un surplus soit part à l'export, dans le meilleur des cas. Donc en fait, ça plafonne dans S2. Parce que la consommation ne suit pas. Le marché n'est pas là pour absorber en fait toute cette production supplémentaire. C'est ce qui est indiqué ici. Alors non, ça c'est on va dire un niveau supplémentaire. Donc ça c'est un graphique en radar. Donc dans S4, en 2040, on arrive à 40% de couverture en global. Et ça c'est le problème de raisonner avec un taux unique, c'est qu'on voit que en fait ça masque des
très grande disparité en fait entre catégories. Donc là, en fait, on est quasiment à 100, on arrive à 100% sur les fruits et légumes, qui est un peu l'objectif aujourd'hui en fait, voilà, des filières. Hein. C'est vraiment de maximiser, d'augmenter vraiment sur ce qu'on fait déjà. Donc augmenter un peu sur les viandes, poissons, œufs, mais voilà, là surtout ça augmente sur les fruits et légumes. Mais par contre sur notamment féculents, protéagineux, bon les huiles ça reste à zéro tout le temps, mais surtout sur féculents, on voit que ça augmente très très peu. Alors que S5, seulement avec 15% au global en plus, ça va couvrir bien mieux en fait, notamment la catégorie féculent et la catégorie protéagineux. Donc un taux unique, attention, ça cache des disparités très fortes. Et en fait, on se rend compte que, et d'autant plus quand on regarde après en calorique, où en fait, on passe de 13 à 18% dans S4, alors qu'on a vraiment plus qu'un doublement dans S5. Parce que justement, on va chercher ces féculents qui sont des grosses sources de glucides, etc. Donc attention au taux unique, et en fait, on se rend compte en comparant dans le détail que S5 permet une bien meilleure autonomisation que juste la comparaison des taux globaux. Sur le plan électrique, donc à peu près la même chose, voilà, donc entre priorité à l'alimentaire et puis les autres scénarios. Et donc là, en gros, ça va se balader entre 45,3% à horizon 2040 pour le moins bon et 54,6% pour le meilleur. Ici, c'est assez logique. En fait, c'est vraiment la question des surfaces de canne à sucre. Vu qu'on garde à peu près le même mix électrique sur le reste, donc solaire, hydroélectricité, tout ça, on est parti sur les prévisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est juste en fait la fraction de plus ou moins de canne à sucre et éventuellement toutes les biomasses annexes, donc les effluents d'élevage, un peu de bois des forêts, tout ça, qui est mobilisé plus ou moins dans ces scénarios. Mais donc on voit que ça joue pas grand chose, quoi. Ça va jouer voilà, sur une dizaine de pourcents, plus ou moins, selon qu'on mobilise toutes ces ressources. Et voilà, l'essentiel des gains, en fait, il est vraiment sur le reste du mix électrique. Alors, j'ai mis juste ici pour illustrer. Ça, c'est le détail du scénario S5. Et donc, c'est vraiment... ici, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre là actuellement, donc, parce que les simulations commencent en 2019. Donc, il y a vraiment un effondrement aujourd'hui là du charbon et du fuel, et un remplacement par cette grosse catégorie là en marron qui est du bois importé en fait. Bon, c'est du bois importé du Canada, donc c'est renouvelable, mais c'est pas local, et ça pose quand même une question sur la durabilité. On pourra y revenir. Et donc voilà, on a deux scénarios qui permettent un compromis alimentaire électrique. Et la grosse différence va quand même se faire sur le plan alimentaire. Avec un scénario S4 qui est quand même beaucoup plus consensuel, hein, qui est aujourd'hui voulu par les acteurs, on va dire, dominants du système, qui permet de conserver une petite réserve supplémentaire de bioélectricité, donc en conservant les surfaces de canne à sucre. Mais voilà, S5 qui est quand même bien meilleur sur le plan alimentaire et qui s'accompagne d'une baisse, somme toute, modérée sur l'électrique. Alors, on en rediscutera aussi. Avec des nouvelles études qu'on a fait, on a aussi montré que si on jouait sur le rendement des processus de transformation de la biomasse en électricité, donc vraiment on améliorait un peu les technologies, on pourrait quand même doubler la contribution de la canne, des effluents, de toutes ces biomasses à la production électrique. Donc ça ne changerait pas fondamentalement ces graphiques, mais ça donnerait un point supplémentaire au scénario S4 quand même, qui permettrait d'être quand même un peu meilleur, enfin encore meilleur sur le plan électrique, d'une dizaine de pourcents à peu près. Donc, et au final, cette étude, donc ça montre que, alors je vous ai menti dans le titre évidemment, oui et non, est-ce que c'est possible l'autonomie? Moi j'ai pas trouvé, mais l'autonomisation oui, et on peut quand même autonomiser un petit paquet. Et on peut même autonomiser à la fois sur le plan alimentaire et sur le plan électrique, de l'ordre du doublement. Et c'est voilà, une réflexion que j'essaie d'impulser, que c'est quelque chose qui est absolument indispensable dans un monde
qui est de plus en plus incertain, dans lequel les chaînes logistiques ne sont pas du tout assurées d'être maintenues dans le même état qu'elles sont aujourd'hui, où il est possible qu'elles rencontrent voilà, des perturbations momentanées, des coupures. Donc dans ce contexte-là, l'autonomisation, c'est une dimension de sécuritaire absolument essentielle. Pour cette autonomisation, on a des leviers qu'on pourrait appeler sans regret. Alors, sans regret, pas pour tout le monde, mais on va dire pour les acteurs avec lesquels j'ai travaillé. Le contrôle de l'urbanisation, évidemment les promoteurs ne seraient pas contents. L'augmentation des rendements, donc que ce soit à la fois sur le plan des cultures, où il y aurait possibilité notamment d'avoir davantage de rotation. Aujourd'hui, on a des productions alimentaires qui, en fait, des agriculteurs qui vont produire juste une partie de l'année, 3 mois, et ensuite ça va rester en jachère, par exemple, plusieurs mois. Donc là, il y aurait possibilité, mais ça oblige derrière à réfléchir à est-ce qu'il y a le marché qui permet de rencontrer la production, mais à vraiment augmenter les rendements de production alimentaire. Le photovoltaïque, alors même si ça ne représente pas grand-chose, a priori, en termes de compétition avec les surfaces agricoles, vu le peu de surfaces agricoles quand même qu'on a, c'est quand même quelque chose que je pense qu'il faut réserver pour les toitures et les parkings, les surfaces déjà artificialisées. Et puis voilà, la mobilisation accrue des biomasses, que ce soit pour des usages électriques ou des usages alimentaires, on va avoir besoin de mobiliser énormément tout ce qui peut se composter, brûler, méthaniser, donc c'est-à-dire les déchets verts, les bouts de steppe, même davantage sur les bouts de steppe. Les bouts de steppe, c'est les stations d'épuration en gros, qui est un sujet passionnant à part entière. Il y a vraiment des gens qui sont passionnés de ce sujet-là, et il y a vraiment des choses assez incroyables à faire là-dessus. Et puis alors, au niveau des leviers controversés, qui sont malheureusement les plus efficaces, le premier, c'est la question de la sobriété. J'ai mis une division par 2 à minima. En fait, c'est voilà, si on est vraiment sérieux et qu'on veut aller vers de l'autonomie, ou en tout cas vraiment s'approcher du 100%, ou même viser un 80-90%, division par 2 à minima de la consommation d'énergie, alors ici c'est électricité, par personne. Donc c'est quand même, c'est beaucoup. Et c'est encore plus beaucoup sur, si on prend l'énergie dans son ensemble et la question des transports, etc. On pourra y revenir. La question de la viande aussi, alors qu'il faudrait remplacer davantage par des protéagineux, donc des protéines végétales. Il y a des travaux là-dessus très intéressants qui vont sortir, qui estiment qu'il faudrait diviser à peu près par 3 la consommation de viande par personne pour aller sérieusement vers l'autonomisation. Et puis évidemment, voilà, tout ce qui est produits ultra transformés, etc. Un autre témoignage aussi très intéressant, c'est un responsable qui a une vision sur la distribution qui m'a dit sur les légumes longtemps, par exemple, c'est là où on observe l'écart le plus important entre le vouloir d'achat et l'acte d'achat. Donc il y a un vrai sujet parce que pour une grande partie de la population, ce qui n'est pas forcément vrai pour certaines couches sociales, mais ce sont des aliments qui sont connotés positivement, c'est cool quoi, les légumes longtemps, c'est chouette. Mais en fait, on dit que c'est cool, mais on n'en achète pas. Et donc lui, il en avait des cajots qui pourrissaient, il m'a dit, moi j'en fais plus quoi. Voilà. Et puis, diversification poussée de la canne, avec cette question de, à un moment donné, si on diversifie trop, en fait, le modèle industriel s'effondre. Donc il y a une question de, est-ce que le modèle peut durer tel qu'il est, ou est-ce qu'il faut envisager quelque chose de complètement différent, qui permettrait quand même, a priori, de garder un petit peu de canne à sucre. Et la mobilisation totale des friches, là aussi, il faut gratter les fonds de tiroir tant qu'on peut, même si ça fait que 2 à 3% de surface en plus, c'est quand même pas négligeable. Ça peut représenter 4-5 000 hectares quand même. Voilà, indispensable de raisonner système. Je sais plus pourquoi j'ai écrit ça. Il faut pourquoi se dépasser. Au niveau des limites, donc tous ces processus modélisés, donc il y a un certain nombre de simplifications qui ont été faites évidemment. Quantitativement, voilà, si on fait évoluer un petit peu les rendements dans un sens ou dans un autre, ça fait bouger un peu les choses. Ce qui est intéressant de regarder, c'est vraiment les comparaisons en fait entre scénarios. Et moins, voilà, retenez moins le 55% que pour augmenter significativement l'autonomie alimentaire, il faut jouer sur les régimes alimentaires et il faut quand même que la canne laisse de la place. Est-ce que c'est 55? Est-ce que c'est 45? Est-ce que c'est 65? Voilà, on est à peu près sur ces échelles d'incertitude.
Comme j'ai essayé de vous le démontrer, la question de l'autonomie, on a souvent tendance à la résumer à un pourcentage de l'autonomisation, notamment sur le plan alimentaire. On entend beaucoup de chiffres passer en ce moment. On a les services de l'État qui parlent de 70%, on a moi qui vous parle de 28% et 13%, donc déjà moi je vous donne deux pourcentages différents. On a un collectif comme Oasis Réunion qui parle de 1%, et en fait tous ces calculs sont justes, mais ça dépend de ce que vous prenez comme base de référence des semences. Et aujourd'hui, par exemple, sur la pomme de terre qui est faite à La Réunion, toutes les semences sont importées parce qu'on n'est pas capable de les produire localement à cause de questions de champignons. On a des poussins qui voyagent par avion aussi, donc tous les poulets qui sont locaux sont des poulets qui ont pris un voyage en avion. Voilà. On a des, si vous ne le saviez pas aussi, on a des cerfs volants ici à La Réunion. À Mafat, on a un élevage de cerfs et ils vont se faire abattre à Saint-Pierre et du coup ils sont transportés en hélicoptère. Donc c'est littéralement des cerfs volants. Et puis après voilà, donc c'est une grosse demande qu'on a du côté des acteurs, c'est combien ça coûte tout ça. Et à l'heure actuelle je peux pas vous dire, mais on a des travaux qui vont essayer de chiffrer davantage le coût économique, les difficultés techniques. Voilà, ça pose énormément de questions encore. Et puis plein de facteurs d'autonomisation, peut-être qu'on peut aller au-delà de ce 55%. Il y a quand même des choses qu'on n'a pas regardées, d'autres modes de produire, même si là-dessus on s'attend plutôt à ce que, alors certes ça permette de gagner peut-être sur certains aspects, sur l'aspect des intrants, l'aspect du recyclage, utiliser davantage de ressources locales, etc. Mais on s'attend à ce qu'il y ait quand même une diminution des rendements sur certains de ces modes de produire, même s'il y aurait possibilité, a priori, notamment avec l'agriculture urbaine, de récupérer pas mal de surface. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur des choses qui sont de niche, quoi. Donc on peut réfléchir à et si vraiment la Réunion était bloquée pendant 3-4 mois, jusqu'où on pourrait aller, qui est une étude intéressante en soi, mais à contrainte constante, on est sur des choses qui restent de la niche aujourd'hui, même si peut-être ça pourra évoluer. On pourra en discuter. Et puis le dernier point qui est un point qui me paraît essentiel, c'est ce qu'on appelle en prospective, en anticipation, la colonisation de l'avenir. Donc c'est cette idée que ne laissez personne en chemise vous expliquer à quoi va ressembler le futur de l'île, quoi. C'est important que ça reste ouvert et que ça reste le plus possible un bien commun. Voilà, que c'est pas quelque chose qui puisse être approprié. Ce qui pose évidemment la question des instances pour pouvoir arbitrer, gérer en fait la gouvernance de ces débats qui, je pense, ne devrait pas rester uniquement dans des cercles privés, parce que derrière, on a des vraies questions de société en fait. C'est ce que je résumerai sur cette dernière diapo. Je préfère parler d'autonomisation, vous l'avez compris, et donc pour moi l'autonomisation, en tout cas sur ce sujet alimentaire électrique, c'est vraiment un espèce d'équilibre à trouver entre l'autarcie et la dépendance, à la fois sur l'alimentaire et sur l'énergétique, enfin, l'électrique ou l'énergétique. Et il se trouve qu'on a des... Comment dire ? C'est pas deux axes qui vont dans le même sens. Il ne suffit pas d'aller à fond sur un peu plus de... Alors l'autarcie, c'est vraiment le 100%. Hein. Mais voilà, de se rapprocher du pôle autarcique, sur un, malheureusement, ça a tendance à créer la dépendance sur l'autre. C'est ce que j'essaie aussi d'un peu de vous montrer. On arrive à arriver à un compromis, mais notamment sur cette question de la canne, en enlevant quand même de la canne pour faire de la place aux cultures alimentaires, on rogne après un peu sur la capacité de production électrique. Donc on a comme ça des arbitrages et des calculs qu'il va falloir faire. Et puis surtout, c'est que ça pose des risques et des avantages d'aller vers un pôle ou d'aller vers l'autre. La grande dépendance dans laquelle on se trouve a eu énormément d'avantages qu'il faut quand même regarder en face, même si ça pose beaucoup de risques. Et aujourd'hui, ce qui fait bouger les choses, c'est plus un changement de contexte, où on se rend compte que tout ça n'est pas garanti. Mais si par ailleurs tout allait bien, on continuerait en fait dans ce modèle qui nous permet de pouvoir profiter de tous les produits du monde, comme ça, près de chez soi par exemple, ou de pouvoir appuyer sur l'interrupteur et avoir autant d'électricité qu'on veut. C'est magique. Mais effectivement, quel est le risque d'aller aujourd'hui trop vers la dépendance
ou aussi trop vers l'autarcie. On a cet exemple qui est souvent cité, qui est celui des cyclones. Si tout est produit localement et que toutes les chaînes d'approvisionnement alimentaire ne sont basées que sur de la production locale, qu'est-ce qui se passe si un cyclone de force 5, on a évité un il y a 2 ans, qui est passé au large de la Réunion avec des vents potentiellement qui allaient atteindre 300 km/h. Ça n'a pas fait trop de bruit, et on a un vrai météore qui aurait fait passer Bellal pour une petite brise qui est vraiment passé pas loin, quoi. Et donc ça, si on se le prend sur le coin du nez et que vraiment toutes les productions sont détruites, ça pose aussi une forme de risque. Donc voilà, quels arbitrages, quels risques, quel débat. Ce que je propose modestement, on va dire en tant que chercheur, jeune chercheur, c'est que voilà, la science, la recherche en général, peut contribuer à définir cette espèce de bocal, cette aire de jeu où on se dit, bon, voilà, là-dedans vous êtes à peu près safe. On va dire en tant que société, en tant que socio-écosystème, donc en tant que société évoluant dans un écosystème, en restant là-dedans, bon, vous détruirez pas trop vos ressources naturelles, vous consommerez pas toute votre eau, éroderez pas toutes vos terres, et en même temps vous prémunirez quand même de gros accidents de chaînes logistiques. Mais voilà, on vous laisse vous écharper après sur où placer exactement la balance. Est-ce que c'est mieux d'être un peu plus indépendant sur l'alimentaire, un peu plus sur l'électricité? Est-ce que vous voulez absolument garder une voiture individuelle pour tout le monde? Est-ce que vous tenez à avoir vraiment de la viande à tous les repas? Est-ce que vous acceptez de devenir complètement végétarien? Voilà. Où est-ce que vous placez le curseur entre ces deux-là? On peut définir en fait un cadre, on va dire global, ce que j'appelle voilà, l'ère safe, l'ère de sécurité, et puis là-dedans, voilà, c'est à vous, vous au sens, voilà, aussi vos élus, etc., de discuter, de débattre de où vous voulez placer le curseur, ce qui pose voilà, aussi la question du dialogue science-société, et je pense que ce type d'événement y contribue. Voilà. Merci à vous. Alors ça, a priori, c'est l'étang de Saint-Paul. Voilà. Alors les 7 belles rivières, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont passées. Mais voilà, bon. Ils étaient moins nombreux aussi. Alors merci pour vos applaudissements nourris. Maintenant, je pense que le questionnement va être également très nourri. Alors allons-y. On commence, voilà, premier rang. Hop. Oui, bonjour, Jacques de Jeunesse en Action. Merci en tout cas pour la présentation. On avait à plusieurs réfléchi à l'époque de M. Sarkozy et puis d'autres politiques qui ont l'habitude de faire parler les gens, mais ensuite n'ont suivi d'actes. Et on avait trouvé que l'autonomie était réellement impossible, sauf dans le cas d'une coopération régionale, c'est-à-dire avec Madagascar, Maurice, enfin les îles environnantes, qui ont ce plan de la, enfin en tout cas à Madagascar, production bio, etc., des capacités énormes. Et on avait aussi trouvé que, j'ai vu que vous n'avez pas parlé de l'hydrogène, on avait vu que La Réunion avait un potentiel de production électrique par le biais de l'hydrogène, autant pour le transport que pour autre chose. Donc, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas intégré ça. Est-ce que c'est des refus simplement parce qu'il y a des gens qui ont une vision un petit peu fermée? Et on a aussi vu que s'il y avait 50% de terres de canne qui étaient libérées pour de la production agricole traditionnelle, ça augmentait les capacités d'emploi. Qu'à La Réunion fasse le choix de la production de canne à sucre bio, puisqu'on importe du sucre bio du Brésil. Enfin, il y a plein d'incohérences comme ça qui existent, et donc je me demandais s'il y avait des réflexions complémentaires sur ce genre de choses, parce que, bon, on a bien vu ce qui se passe, moindre événement, les gens sont dans la crainte de manquer, et c'est très violent, il y a des choses violentes. Donc l'autonomie,
même malgré les schémas que vous avez montrés qui sont très positifs, c'est pas possible si on n'a pas une collaboration avec les îles d'à côté. Hein. En termes de transport, on peut retrouver des transports écologiques, enfin tout ça, il y a plein de trucs, mais tout ça c'est des choix. J'ai vu qu'en métropole, par exemple pour la culture bio, il y a une association qui aide à la transition pendant 5 ans. Il y a aussi le partenariat région-département qui devrait être beaucoup plus fort et ouvrir à une réflexion plus large, enfin ce que vous avez évoqué, quoi, voilà, en sous-entendu, quoi. J'allais dire, je peux prendre 2 questions par 2 questions, mais du coup là j'en ai 5. Je vais déjà essayer de répondre à celle-ci. Alors sur la coopération interrégionale, c'est notamment là-dessus que communique beaucoup le CIRAD, et ils ont lancé quand même pas mal de projets là-dessus. Moi je suis vraiment resté à une échelle très locale, et donc notamment ce 55%, alors dont on peut discuter effectivement les hypothèses qui sont sous-jacentes, c'est vraiment uniquement en mobilisant les surfaces réunionnaises. Mais alors effectivement, pour aller encore plus loin, se pose la question, ou en tout cas sur le reste qu'il faut importer, pourquoi l'importer du bout du monde alors qu'on pourrait peut-être l'importer d'un peu moins loin. Sur le papier, oui, c'est vrai que ça serait super de développer cette coopération-là. La seule chose, c'est qu'on est face, notamment à Madagascar, à des pays qui déjà, chez eux, en fait, ont des problèmes de sécurité alimentaire, des soucis de production, des soucis climatiques, des soucis politiques, c'est quand même assez compliqué, et surtout, donc déjà aussi là-bas des soucis d'accessibilité. Qu'est-ce que le fait d'installer des productions là-bas, par exemple mettons de riz, parce qu'ils produisent beaucoup de riz à Madagascar, de faire venir une partie de notre riz de Madagascar, quel impact ça pourrait avoir sur le prix local du riz là-bas par exemple? Je ne sais pas, mais pour moi il y a des vraies questions aussi à faire attention, ne pas oublier à quel prix va se vendre le riz ici, pour quel marché, et éviter de reproduire peut-être des choses, des asymétries et des inégalités qui par le passé ont été quand même très dommageables pour les populations locales. Donc moi ça serait mon seul bémol. Après dans l'absolu, d'un point de vue agronomique, physique, c'est-à-dire qu'il vous faut une première énergie pour faire de l'hydrogène, et ensuite cet hydrogène vous pouvez l'utiliser. Mais on ne trouve pas d'hydrogène comme ça dans la nature, à part quelques exemples. Effectivement, il y a quelques gisements d'hydrogène naturel, mais on est vraiment sur des quantités infimes. À ma connaissance, il n'y en a pas à La Réunion, ou alors pareil, c'est des quantités, voilà. Donc je suppose, ce à quoi vous faites référence, c'est d'utiliser notamment des énergies renouvelables, et du solaire. Il y a aussi, il y a pas mal de projets, notamment en Europe avec de l'éolien, où en gros, le problème des énergies renouvelables, de ces énergies renouvelables-là, c'est qu'elles sont intermittentes, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas tout le temps. Donc finalement, vous avez production électrique que quand il y a du soleil ou du vent. L'idée, c'est quand il y a beaucoup de soleil, tout le surplus permet de faire de l'hydrogène, et cet hydrogène est ensuite utilisé pour alimenter des véhicules, etc. Alors, oui. Oui, on est aussi assis sur un volcan. Je vais revenir. Question numéro 6. Non, je la prends tout de suite. Alors, la question de la géothermie, il y a un potentiel a priori à La Réunion qui est encore, de ce que j'ai compris, assez mal connu. Mais on sait déjà qu'il faudrait installer a priori des usines, notamment en cœur de parc. Donc il y a une question. Après voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut, voilà, il y a peut-être moyen de le recouvrir de scories ou je sais pas. Juste là-dessus, pour moi, vraiment le point d'attention principal, c'est attention à ne pas raisonner uniquement sur le volet de la production, qui est quelque chose dans lequel on a tous, je pense, on a tous été sculptés là-dedans, cette idée de se dire, bon, si on n'a pas assez, il faut augmenter la production, comme ça on aura plus. Je pense que ce raisonnement-là touche vraiment ses limites, à grande échelle, mais surtout dans le cas de La Réunion, parce qu'on est quand même sur des gisements qui sont très limités. Et en fait, très vite, on se retrouve avec des problèmes de faire foisonner
les installations, donc des problèmes d'économie d'échelle, des problèmes de technologie. On est sur des technologies qui coûtent très très cher, quand même, il faut le rappeler, beaucoup de ces nouvelles énergies renouvelables. Donc pour moi, il y a absolument une réflexion à avoir sur les besoins. Tant qu'on n'a pas de réflexion en parallèle sur les besoins et qu'on continue à se dire, bon, bah, si on n'a pas assez, il faut qu'on ait plus. Je pense qu'on passe à côté de la complexité du sujet, et surtout on est lancé dans une course en avant qu'on ne pourra pas gagner, puisque moi, dans les projections que j'ai faites, en regardant l'évolution récente sur les consommations individuelles, voilà, ça double à horizon 2040 la consommation d'électricité par personne. C'est des trajectoires qui sont absolument insoutenables, même en démultipliant les dispositifs de production d'énergie renouvelable, etc., qui, je le rappelle, même s'ils ne produisent localement pas ou peu de pollution et présentent pas ou peu de risques, à la différence du nucléaire par exemple, ou des énergies fossiles, provoquent de grands soucis environnementaux dans les zones d'extraction des minerais, par exemple, les minerais de fer, et puis tout ce qu'on appelle les terres rares, etc., qui permettent de construire et d'assembler en fait ces réseaux, qui demandent par exemple beaucoup de cuivre, qui est un minerai de la vie courante, mais qui risque de devenir critique dans les décennies prochaines. On a des vrais soucis sur le cuivre. Donc voilà, et juste sur la question de la canne, oui, la canne bio fait aussi partie éventuellement de l'éventail de solutions. À ma connaissance, il y a 5 producteurs de canne bio à La Réunion, mais ils ne se connaissent pas. Ils travaillent chacun de leur côté. Donc on a aussi des questions comme ça de mise en réseau. Il y a tout un héritage historique aussi, qui est une sociologie particulière. Il y a eu des projets qui ont été lancés mais qui ont avorté. Je pense au projet Ascabio par exemple. Voilà, donc ça fait aussi partie de l'éventail de solutions. Je vais prendre. Merci Valentin. Juste pour revenir sur la petite parenthèse que tu avais faite sur les transports, je peux juste regretter que cette salle culturelle ne soit pas équipée de parking à vélo, permettre les autres usagers qui veulent faire l'effort avec un véhicule de moins de 30 kg de venir à la conférence. Pour revenir sur le sujet de ta conférence, que pourraient penser les acteurs agricoles pour éviter l'artificialisation du foncier, d'installer la plupart des bâtiments agricoles et transformer les serres en agrico-photovoltaïsme pour au contraire maximiser ces toitures et éviter d'aller chercher ces nouvelles parcelles avec que du solaire posé sur des plots. Je prends une deuxième question. Bonsoir. Je voulais donc revenir d'abord sur la qualité de votre exposé. Merci beaucoup. Voilà, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est ce que vous nous avez dit ce soir, ça va complètement à l'encontre de l'histoire de notre île. C'est-à-dire que notre île, elle était surtout basée bien évidemment sur la production de café, de canne à sucre, etc., de monocultures différentes selon les siècles. Et pour autant, aujourd'hui, on pense différemment, hein, on essaye de penser différemment. Donc la question de cette évolution des mentalités, plus que de l'évolution des productions, finalement, me semble plus importante, si vous voulez. Je pense par exemple à quelqu'un comme Kervéguin, qui était le premier propriétaire foncier à son époque, et lorsqu'il a fait des contrats avec les engagés indiens, il était spécifié donc dans ce contrat que les engagés indiens avaient droit à tant de riz venant de l'Inde. Hein, donc c'était tant de riz par jour venant de l'Inde. Donc voilà des éléments, si vous voulez, contradictoires, mais en même temps, cette question de l'autonomisation que vous nous avez présentée, elle est liée beaucoup à la question, ce que vous avez dit, de l'évolution des mentalités des consommateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est juste une petite anecdote. Je passais devant la sous-préfecture de Saint-Pierre et il y avait par terre des fruits à pain. Et apparemment, personne n'a ramassé les fruits à pain. Alors, je suis allée voir la dame de l'accueil. Je lui ai dit, mais vous ne mangez pas les fruits à pain?
Elle m'a dit, mais c'est une nourriture pour les pauvres. Alors, elle a vu mon regard complètement interloqué. Elle m'a dit, mais vous savez, vous pouvez le prendre, hein, vous pouvez... Voilà, c'était juste une petite anecdote. Merci. Alors sur le vélo, totalement d'accord, même si là encore j'avoue qu'il y a un grand écart entre mon vouloir d'utiliser le vélo et mon utilisation du vélo. Je pense que c'est comme les légumes longtemps. Peut-être je ne suis pas le seul, ou alors jetez-moi des pierres. Mais oui, c'est sûr que c'est pour ça que dans mon travail de thèse, je parle de sobriété planifiée. Il faut désindividualiser la question de la sobriété, je veux dire, et réaliser à quel point on est déterminé d'une certaine manière dans nos choix de consommation, etc. Et ça ferait le lien aussi avec l'intervention suivante. Cette question du fruit à pain, par exemple, il y a tout un contexte, une réalité sociologique et une perception de ce qu'est le... C'est pour ça que j'ai dit dans ma présentation, à l'exception de certaines couches sociales, effectivement, c'est dans les couches les plus populaires qu'on trouve les personnes, alors c'est difficile de généraliser, mais qu'on trouve des personnes qui sont vraiment très défiantes envers ce qu'elles considèrent comme du manger la misère, quoi. C'était de manger d'avant, à une époque où la Réunion était vraiment sous-développée. Et où il y avait énormément de mortalité infantile, etc. Donc il y a aussi... Pardon. Ah, j'avais quelqu'un faire des gestes derrière. Donc voilà, la question des habitudes alimentaires et la question des habitudes aussi, on va dire, énergétiques ou de consommation énergétique, c'est des choses aujourd'hui qui sont absolument ancrées dans notre mode de vie. On est bombardé de manière permanente aussi d'injonctions à manger une certaine nourriture, à adopter une certaine conduite de vie. Enfin voilà, je parle de la puissance de la publicité par exemple. Il y a eu énormément de travaux qui ont montré à quel point c'était quelque chose qui était extrêmement puissant, même quand on se disait insensible à ça, quoi. C'est des effets inconscients. Voilà, donc il y a une puissance de frappe d'un modèle aussi de consommation qui fait que malheureusement aujourd'hui on observe des trajectoires, je le disais sur l'alimentaire, qui vont pas dans le bon sens, qui vont pas dans le sens de consommer plus de produits locaux. Alors en fait c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on en entend plus parler. Et on utilise peut-être les mauvais thermomètres aussi. On en entend beaucoup parler, on va voir beaucoup de focal qui est mis là-dessus. Et en fait, il y a un effet un peu vitrine. Même sur l'agriculture bio, etc. On a un effet vitrine, un effet focal de mettre le projecteur sur certaines choses. Mais en fait, quand on regarde dans l'absolu, bon, le bio, il y a eu quand même une grosse augmentation des surfaces. Mais là, il y a eu une crise récente du bio, très violente. Où il y a a priori quand même pas mal de producteurs qui sont en grande difficulté. Et je pense c'est la même chose sur ces types de consommation sur lesquels on met la focale, mais dans la réalité en fait les chiffres n'évoluent pas vers ça. Et moi quelque chose qui me déprime beaucoup, c'est de voir que apparemment chez les jeunes il y a vraiment une désolidarisation notamment du curry, tout ça. Alors c'est bien d'une certaine manière parce que le curry c'est le riz et ça serait quand même bien de manger un peu moins de riz, mais il y a aussi les breaks par exemple, il y a aussi des choses qui sont absolument indispensables à réinvestir, à remobiliser pour un régime alimentaire plus durable qui permette cette autonomisation, et on n'est pas du tout sur ces trajectoires-là. Ouais. Bonsoir. Alors une question, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas abordé l'option du palmier à huile. Je m'explique, je sais que le palmier à huile a une image sulfureuse, mais je prends l'exemple du Costa Rica qui est basé un modèle... Pardon, je suis là qui a basé un modèle sur l'exploitation de palmier à huile et qui a l'air assez intéressant parce que c'est une culture à 3 étages. Il y a la canopée, donc ça fait une jolie canopée avec des récoltes 3 fois par an. Grosse masse et gros apport calorique. On peut faire, je fais vite, du carburant, des oléagineux, des produits cosmétiques exportables et un tas de choses. Et bien sûr de l'alimentaire. Ensuite, du café, deuxième étage de la production, café, etc., qui pousse à l'ombre. Et ensuite en dessous, de l'agro-pastoral, sur pas mal de zones du Costa Rica, et ça a l'air de bien marcher. Et également, ça commence à apparemment faire tache d'huile, si je dirais.
On a à peu près 20 000 hectares, effectivement, 22 000. Je suis du département, on est plus gros propriétaire foncier. On a à peu près 22 000, effectivement, hectares de canne actuellement, dont une grande partie est là pour faire, parce que c'est folklorique et que c'est subventionné, soi-disant par l'Europe. Je rappelle ceci étant que l'Europe ne nous donne rien. Tout ce qui nous vient de l'Europe, c'est nous sous, ce sont nos impôts. Il n'y a rien qui vient de l'Europe. Bref, on nous pousse à faire de la canne. Si on mettait 5 ou 6 000 hectares en palmier à huile, ça permettrait peut-être de... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais je me dis, est-ce que cette option, vous l'avez écartée? Vous l'avez expertisée ou... Je l'ai pas... Et pardon, j'en termine là-dessus, juste à propos. Merci madame pour le fruit à pain. Effectivement, en plus, là je rejoins le régime alimentaire antillais, où là c'est du colombo et pas du curry, et où on a beaucoup moins de riz, mais des dachines, des pots d'Angole, du fruit à pain, tout ça c'est produit localement. Et c'est produit justement ça peut à l'ombre et ça peut se faire sous canopée. Ouais, et puis c'est un régime alimentaire qui est très équilibré en plus et qui a énormément de vertus. Sur votre question, dans le palmier à huile, je n'ai pas pris en compte. J'avais regardé un petit peu le moringa. Mais voilà, clairement, il faut. Après, voilà, c'est impossible de regarder toutes les variantes possibles. Hein, c'est ce que je disais sur la colonisation de l'avenir. Il faut imaginer d'autres itinéraires techniques. Et je suis resté aussi assez proche de ce que m'ont dit les acteurs. Donc, clairement, le palmier à huile, c'est pas quelque chose dont on m'a parlé. Donc et c'est pour ça qu'il faut aller voir. Il faut aller voir au-delà, hein, faire d'autres scénarios. Le seul risque du palmier à huile, c'est qu'effectivement, il faudrait, de ce que j'entends, plutôt l'intégrer dans un modèle agroforestier, plutôt à petite échelle, sinon on peut vite retomber dans des logiques industrielles. Hein. Aujourd'hui, le palmier à huile, dans les zones où il est massivement cultivé, c'est beaucoup de déforestation, et c'est un produit d'exportation, c'est c'est leur canne à sucre à eux, quoi. Mais voilà, mais intégrer de manière parcimonieuse dans des itinéraires plus diversifiés, sur le papier, effectivement, c'est l'idéal. La chose à laquelle on se frotte après, qui coince toujours, c'est la question de la technicité, enfin le passage à l'action, le passage à la transition, notamment du point de vue des agriculteurs, qui est très compliqué pour tout un tas de raisons. Essentiellement, voilà, des questions de technicité, des questions culturelles, des questions de formation, des questions de fonds au sens des questions financières. Mais en fait, ça rejoint cette idée qu'il faudrait réussir à avoir une planification qui soit cohérente et qui soit sur l'assez long terme pour que les agriculteurs ne soient pas face à des injonctions contradictoires, ce qui a été une grosse source de malaise, notamment aux racines de la crise agricole et des grandes manifestations qu'il y a eu au niveau national. Ici, c'était un peu différent, mais voilà, la question de, finalement, le système alimentaire, c'est de la fourche à la fourchette, mais ça commence par la fourche, et il faut vraiment prendre soin des agriculteurs, tout en n'ayant pas peur, effectivement, de proposer des choses absolument révolutionnaires. Après, voilà, on peut s'appuyer aussi sur un certain nombre d'agriculteurs qui vraiment, eux, développent de l'agroforesterie, qui développent un certain nombre de choses. Je ne sais pas s'il y en a qui font du palmier à huile, pas à ma connaissance. Ça serait intéressant de regarder. Mais voilà, on va dire, ça c'est le sujet plutôt actuel de mon travail actuel, qui est de regarder un petit peu à quel frein la transition fait face, notamment en termes de vision, de représentation, de freins techniques, de verrouillage organisationnel, etc. C'est presque un sujet à part entière. Merci Valentin pour cet exposé, et très intéressant. Et alors déjà, je rebondis sur le palmier à l'huile, j'ai vu ça aussi au Kerala en agroforesterie avec jusqu'à 5 étages, parce qu'ils rajoutent des lianes de vanille, ils rajoutent du poivre, etc. Et vraiment, et des tubercules au sol, diverses et variées, de la cardamome, enfin bon, j'en passe. Et à grande échelle, dans pas mal de fermes, de fermes qui ne disent pas organique, biologique, mais ils disent c'est normal. Et le Kerala étant à la pointe de l'agriculture bio. Bon, ça c'est une parenthèse. Ce que je voulais savoir, c'est sur les scénarios. J'ai vu que
tu as essayé de varier le régime alimentaire, hein, de prendre en compte la variation du régime alimentaire. Et est-ce que, je n'ai pas aperçu ça, est-ce qu'il y a eu un essai de prendre en compte la variation de la consommation énergétique? Donc tu parles, mais est-ce que ça a été pris en compte? Oui, tout à fait. Je me suis basé notamment sur des publications donc plutôt du domaine de la médecine. Et en fait, il y a eu des publications pour essayer d'imaginer un peu des régimes alimentaires. Alors, c'est pas des régimes alimentaires idéaux, mais c'est plutôt des bornes, une fraction de produits animaux, une fraction de légumineuses, etc. pour imaginer des régimes alimentaires qui soient vraiment idéaux du point de vue environnemental et du point de vue physiologique, bon pour la santé. Et notamment, j'ai vu que dans ces régimes alimentaires-là, ils préconisaient, alors je ne sais plus exactement, mais on était bien au-dessous des 2700, 2800 kilocalories que j'ai calculé qu'on a actuellement en moyenne par habitant. Par jour, ce qui est énorme, quoi. En prenant en compte aussi voilà, les boissons sucrées et tout ça. Donc effectivement, il y a aussi une diminution en quantité. Et on mange trop collectivement à La Réunion. Et oui, juste pour revenir sur tu disais sur les palmiers à huile, par rapport aussi à l'intervention de tout à l'heure, c'est la question du marché derrière, qui a un vrai souci, et c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, on peut imaginer des choses sur le papier qui sont les plus louables possibles et les plus efficaces, efficientes, écologiques, etc. Tout après est réduit à la question de combien ça va coûter au final et est-ce qu'il va y avoir des gens pour l'acheter. Et malheureusement, voilà. Pardon ? Et pour le produire, le coût de la main, voilà, c'est aussi on a un coût de main d'œuvre qui est pas du tout le même qu'au Kerala, et je suppose que les agriculteurs seraient très contents, sont très contents de ne pas avoir le même revenu que les agriculteurs du Kerala, mais quoi qu'il y en a peut-être qui s'en sortent très bien, mais après c'est une question voilà, de niveau de vie, mais il y a tout un équilibre en fait économique et donc c'est quelque chose qui est très frustrant, y compris pour moi quand j'ai commencé là-dedans, parce que j'avais vraiment envie de pousser à des choses très ambitieuses. Et il y avait cette satanée question d'équilibre économique, de marché, qui moi aussi m'a bien embêté. Mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et alors après, voilà, ce qui est derrière, c'est à quel niveau le public peut aider, soit aider au niveau de la production, soit on a aujourd'hui des débats sur l'aide à la consommation, donc des notions, des idées de chèque alimentaire, de sécurité sociale de l'alimentation, etc., où il y aurait en fait une partie du surcoût en fait, d'aliments locaux de qualité qui serait pris en charge par la puissance publique. Mais voilà, tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui, l'État nous dit qu'il n'a plus d'argent. Il y a aussi... Voilà. Est-ce qu'on raisonne à aussi un système économique constant ou on pense un système économique radicalement différent, sauf que si on pense un système qui est radicalement différent, les acteurs qui aujourd'hui sont sur le terrain dans l'action ont beaucoup de mal à s'y projeter parce qu'ils disent oui mais là ce que vous me dites en fait c'est complètement irréaliste pour nous. Nous nos contraintes elles ne sont pas du tout alignées avec ça. Donc c'est très compliqué. Et du coup voilà, il y a beaucoup de place pour la recherche, pour les chercheurs. Je reprends la main. Bonsoir et merci en effet pour toute cette étude qui est très intéressante. Alors je vais poser les questions de ma copine parce qu'ils n'ont pas été posées et puis que ça m'intéresse. On n'a pas parlé des éoliennes. Alors j'imagine que on s'est posé la question, c'est certainement par rapport à l'environnement météorologique et également l'eau. Alors, parce que l'eau est aussi une ressource qui nous permet d'avoir également une énergie électrique, donc on n'en a pas parlé. Est-ce à dire qu'on est suffisant à ce niveau-là sur l'île? Je ne sais pas. Alors moi, la question de l'eau m'intéresse fortement et je rebondis sur un peu les éléments que vous avez apportés, parce que il y a des contraintes quand même, en effet, à faire bouger toutes ces lignes-là. Pour reprendre notre exemple, avec mon mari, on est en création de ferme aquaponique, qui est en fait, je trouve, une belle alternative aussi à l'agriculture de demain, notamment par rapport à la pauvreté de nos sols, qui ont subi aussi beaucoup. Pour ce qui concernait les friches, etc., et le terrain, alors nous, on ne vient pas d'un monde agricole, donc c'est vraiment un projet qu'on a monté pendant plus de 7 ans. On a eu là seulement l'accord de la banque pour créer ce projet-là, donc c'est une ferme de 2000 m².
On a eu 2 ans, voire 3 ans de bataille pour avoir un terrain. Ça a été très long, très fastidieux. On a eu des montagnes à traverser vraiment parce que d'un point de vue politique, on a pourtant présenté notre projet aux élus, etc. On a été aussi au sous-préfet de la relance économique à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une question politique, une question des organes aussi autour, je pense notamment à la SAFER, où ça a été un parcours très chaotique pour arriver enfin à avoir un terrain. Donc il y a, voilà, moi tout ça m'intéresse fortement et on veut vraiment faire bouger les lignes que vous dites, parce qu'on se rend bien compte que l'autonomie, l'autonomisation, elle est importante. On n'aura pas en effet une autonomie totale, ça il ne faut pas se leurrer, mais en tout cas, voilà, s'autonomiser, nous on œuvre pour ça à notre échelle, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors sur les éoliennes, en fait, éoliennes, géothermie, il y a un peu d'énergie aussi des mers, donc marée motrice et tout ça. En fait, c'est vraiment des petites fractions, alors l'éolienne un peu plus quand même, hein, mais c'est des petites fractions qui sont, que j'ai pas présentées à part, mais qui sont pris en compte dans la trajectoire d'augmentation. Mais c'est vrai qu'ici, après il y a la question du paysage aussi. Dès que le territoire est plus petit, d'installer des grosses installations, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et puis voilà, on reste aussi sur des sources d'énergie diffuses, etc., qui ont leur rôle à jouer, mais comme voilà, il n'y a aucune source d'énergie aujourd'hui qui est salvatrice en elle-même sur la production, d'où cette voilà, il faut toujours à partir de maintenant articuler la production et la consommation. Il n'y a pas de production miraculeuse, surtout en énergie et surtout quand on voit à quel point on est déjà dépensier. Sur l'eau, effectivement, on peut se faire peur avec l'alimentation, on peut se faire peur avec l'énergie, on peut aussi se faire peur avec l'eau, qui est un sujet absolument anxiogène. Face à un assèchement, voilà, c'est ce qui est prévu, projeté exactement, c'est ce que disent les simulations, notamment dans l'Ouest, mais pas que. A priori ça serait sur toute l'île. En fait, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait des périodes très humides, un peu à l'image de ce qu'on vient de vivre collectivement là, pendant un mois, et puis après des périodes très sèches, sauf qu'en fait ça fait beaucoup d'eau d'un coup, qui érode tout, détruit, ne pénètre pas, ne va pas jusque dans les nappes, qui va au lagon, qui va à la mer, qui du coup détruit le lagon en même temps, et ensuite des périodes très sèches avec du coup une irrigation qui n'est plus 3 bassins, il me semble, d'avoir un nouveau captage justement pour s'il y a des problèmes d'eau de ruissellement, de pomper davantage dans les nappes qui sont côtières, sauf que ces nappes-là, quand on pompe dedans, il y a en fait un problème, il y a un équilibre qui est en permanence entre les eaux douces, qui sont les nappes côtières, et l'eau salée, ce qu'on appelle le biseau salé. Et en fait, si on pompe trop dans les eaux douces, on a des infiltrations d'eau salée. Et du coup, ce sont des évolutions qui sont irréversibles après. Donc voilà, c'est un vrai souci, l'eau. Et on observe déjà, notamment sur les élevages, qui sont très consommateurs d'eau également, parce que ça boit beaucoup une vache, par exemple. On a des zones dans les Hauts de l'Ouest où on ne peut plus installer de nouveaux éleveurs parce qu'il n'y a pas la ressource. On a dû faire face il y a des années où il y avait des camions-citernes, des rotations de camions-citernes pour aller nourrir pour aller donner de l'eau à boire aux animaux, par exemple. Il y a des zones où la canne aussi disparaît ou va disparaître parce que climatiquement c'est plus tenable, quoi. Donc l'eau c'est un vrai facteur, et c'est aussi du coup un facteur un peu d'innovation qui fait que de plus en plus d'acteurs vont s'intéresser à de l'agroforesterie, à des choses comme ça, parce qu'on sait que c'est des systèmes qui peuvent être beaucoup plus économes en eau notamment. Éolienne eau, je reviens, j'ai eu un flash sur l'agrivoltaïsme. J'avais pas répondu tout à l'heure. L'agrivoltaïsme, on en parle beaucoup. À l'heure actuelle, à La Réunion, moi, on m'a pas donné d'exemple qui marchait. Enfin, il y a quelques exemples qui marchent a priori, mais les acteurs sont encore très frileux. Donc, agrivoltaïsme, c'est une serre où il y a de l'alimentation, ou des poissons, ou un élevage, etc. Et puis au-dessus, vous avez des panneaux solaires. Donc, a priori, vous avez les deux en même temps. Sauf qu'en fait, voilà, a priori, il y a quand même toujours une perte.
plus de 20% de couverture a priori, et vous faites décliner les rendements qui sont dessous. Donc aujourd'hui, à voir, peut-être, mais à voir. Et en tout cas, est-ce que c'est une solution miracle? Encore une fois, je pense que non. Les photovoltaïques, c'est aussi très coûteux en ressources, d'une certaine manière. Éolienne, eau, c'était vos deux autres questions, c'était... Ah oui, sur l'installation. Alors il faut savoir que la SAFER, donc effectivement c'est l'organisme qui gère l'attribution des terres notamment et qui met en place la politique foncière agricole, etc. C'est un organisme un peu particulier, public-privé, voilà. Et en fait, il y a un organe, et en fait ce n'est pas la SAFER elle-même qui décide de l'attribution des terres agricoles, c'est un comité interne à la SAFER, dans lequel ne siège pas la SAFER, mais dans lequel siègent notamment des représentants des filières organisées, assurance Groupama, Crédit Agricole, etc. Donc il y a un fonctionnement ici qui effectivement est un peu opaque. Et... Bon, alors moi j'ai connu quelques personnes qui ont pu... Alors c'était la CDPNAF, c'est encore autre chose, mais... Qui lui plutôt se prononce sur des histoires d'installation, par exemple d'habitation ou de construction de hangars, etc. Et c'est petit la Réunion, donc les gens ont tendance à favoriser un peu ce qu'ils connaissent comme mode de cultiver et les personnes qu'ils connaissent également. J'ai envie de dire c'est fatal, c'est l'humain, quoi. Mais bon, voilà, il y a peut-être aussi quelque chose à améliorer, ouvrir un petit peu en termes de fonctionnement aussi sur le fonctionnement de ces comités. Allez-y. Attendez, s'il vous plaît, la personne qui porte le micro et celle qui parle. Merci. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. C'est juste une question, j'ai vu sur le graphique, je crois que c'est le scénario 5, celui à 55%. Et il y a un moment, dans les années 30, je crois, il y a une grosse chute. Artefact. C'est au niveau du modèle en fait. Ça c'est un problème sur les protéagineux. En fait les protéagineux, c'est une petite quantité, mais du coup comme c'est une catégorie à part entière qui est du coup exprimée en pourcentage, une petite variation sur cette quantité là fait beaucoup varier son pourcentage et du coup fait varier un peu le pourcentage global. En gros, en fait c'est la manière dont c'est construit, et donc c'est juste un artefact de... Donc il faut faire comme s'il n'y a pas de... C'est le fonctionnement du modèle, il faudrait qu'on arrive à lisser un peu ça. Voilà. Merci. Allez-y. Oui, bien vu. Bonjour. J'avais une question, vous avez parlé effectivement du SAR, il est en révision avec la région, j'imagine que vous les aviez rencontrés. J'avais une question par rapport à la valorisation de ce type de thèse, et notamment du modèle dynamique qui, je pense, est très intéressant pour les collectivités, que ce soit la région ou les EPCI, puisqu'ils vont devoir après décliner l'ensemble de la révision du SAR dans leur prochain document cadre, avec toutes ces questions d'autonomie qui vont arriver. Donc ma question c'était effectivement, est-ce que vous faites des restitutions, est-ce qu'il y a une sensibilisation, est-ce que c'est des modèles qui sont utilisés par des acteurs type l'Agora, etc. derrière? Comment ça marche après? Comment ça marche après? Alors, donc l'Agora, effectivement, c'est des gens que j'ai vus plusieurs fois pour essayer de caler un peu certaines choses sur le fonctionnement, notamment de l'étalement urbain. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup d'aléatoires. C'est-à-dire que si on fait 2 fois la même simulation avec les mêmes paramètres, on aura des images légèrement différentes. Mais, au global, les indicateurs, eux, sont stables d'un scénario à l'autre, enfin, pour un même scénario. Donc, c'est-à-dire que c'est pas exploitable à l'échelle de la parcelle. Ça donne, c'est au niveau du paysage un peu ce que ça donne comme image, grosso modo, où là effectivement ça donne quelque chose qui est assez consistent, qui est assez stable pour les plusieurs répétitions d'une même simulation, enfin d'un même scénario, pardon, plusieurs simulations d'un même scénario. Mais si on regarde plusieurs simulations d'un même scénario et qu'on regarde telle parcelle, un coup elle va s'urbaniser, un coup elle va, voilà. Donc non, on n'est pas encore sur un outil qui peut vraiment servir, je pense, les réflexions générales. Je pense que c'est des choses où, voilà, au niveau du SAR, voilà, parce qu'il y a quand même un regard global. Et surtout, en fait, par exemple, un des résultats, c'est de montrer que aujourd'hui, la trajectoire qu'on a ne respecte pas le SAR. Et l'écart qu'il y a entre aujourd'hui et si on respectait vraiment le SAR, à horizon 2040, selon le modèle, c'est 2000 à 2500 hectares
qui s'urbanisent, supplémentaires, en plus. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait sauver 2500 hectares, jusqu'à 2500 hectares, si on respectait les engagements du SAR, notamment en termes de densification, c'est-à-dire essayer quand même de grouper un peu la ville plutôt que de l'étaler, quoi. Donc voilà. Après, voilà, c'est des discussions que j'ai un petit peu avec eux, mais à l'heure actuelle, c'est pas un modèle qui peut être utilisé vraiment comme ça, tout seul pour le SAR. Mais j'espère qu'il fera des petits et qu'il pourra être utilisé après par les collectivités. Oui, allez-y, madame. Je pense qu'il y a un problème au niveau... Enfin, nous essayons d'être sans voiture et les transports en commun sont à peu près inutilisables. On ne sait jamais à quelle heure ils passent, c'est une perte de temps. Si vous décidez d'aller quelque part avec des transports en commun, c'est... Voilà, il y a les embouteillages, il n'y a pas de voie pour les autobus, sauf très peu. Et je pense qu'il y a une consommation de pétrole due aux embouteillages à La Réunion qui est absolument ridicule, plus une perte de temps, donc d'argent, pour les gens qui travaillent. Donc, pourquoi, s'il n'y a pas une politique des transports en commun efficace, avec des horaires de passage, une fréquence à peu près convenable, c'est une chose qui est fascinante. Alors, en fait, apparemment, c'est pas si mal. Vous avez essayé les points? Alors, c'était ma deuxième phrase. L'écart, le vouloir et tout ça, non, c'est un sujet sur lequel je travaille aussi. Je fais quand même un peu plus de vélo que de transport en commun, c'est vous dire. Mais non, je vais vraiment m'y mettre, notamment parce que j'ai appris que sur l'abonnement transport en commun, on a aussi 2 covoiturages offerts pour des distances de moins de 25 km. Je trouve ça c'est cool. Donc voilà, je leur fais un peu de pub. Non, apparemment c'est pas si mal. J'ai pas travaillé spécifiquement sur ces questions. Mais on peut toujours faire mieux, c'est clair. Pour moi, vraiment, ce qui manque, c'est le côté... mais voilà, il faudrait vraiment en parler à un vrai chercheur en urbanisme qui vraiment s'intéresse spécifiquement à la mobilité. Et pour moi, ce qui manque, c'est le côté intermodal. C'est comment vous allez de chez vous au transport déjà. En fait, dans plein d'endroits, il n'y a pas de trottoir, on ne peut pas marcher. Et puis, c'est pas fait pour, en fait. C'est fait pour la voiture, c'est plus fait pour les piétons. Beaucoup de sentiers piétons ont disparu. Donc, en fait, votre expérience piéton, entre guillemets, elle n'est pas incroyable. Ça sent mauvais. Enfin bon, bref, c'est pas le feu, quoi. Et puis après, entre transports en commun, entre gares, il y a des soucis là aussi un peu d'attente, etc. Ou si vous voulez vous rendre à un transport en commun et que vous voudriez y aller en vélo, par exemple, parce que voilà, ben là c'est compliqué, donc c'est plutôt la question de l'intermodalité et les infrastructures, je pense, qui sont autour. On pourrait rajouter des transports en commun, mais en termes de bus même, il y en a quand même pas. À la ligne, pas rajouter, mais que la fréquence soit respectée, que vous attendiez pas 2 heures entre 2 autobus, puis il y en a 2 qui arrivent. Non, mais c'est bon. Et après, pour moi, l'autre question, c'est l'écart d'investissement. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'on investit pour le maintien de la voiture individuelle, c'est colossal. Donc c'est aussi, voilà, quand on investit dans une route flambant neuve, bah, on a envie d'utiliser. Enfin, alors, Dominique, ça fait un appel de... On prend encore une autre question après celle-ci. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant et la simulation. Je me suis demandé quel logiciel vous aviez utilisé et s'il n'y avait pas un peu d'IA là-dedans. Justement, dans la légende, à quoi correspond Nouvelle Horticulture? Parce que apparemment, c'est dans le scénario numéro 2, c'est ce qui semble prendre le plus d'importance. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, vous avez évoqué les protéagineux. Est-ce qu'il est envisagé dans un des scénarios justement la co-culture canne à sucre, les rotations des cultures que vous avez évoquées à un moment donné, avec par exemple Antac, Ambrevade, comme on faisait autrefois et qui maintenant est quand même en bonne partie abandonné. Voilà, les voèmes, tous ces féculents qui peuvent servir à la fois à nourrir la population et en même temps, tout en maintenant d'une certaine manière la culture de la canne à sucre, par rapport à la question des pentes et de l'érosion également. Voilà, c'est ça mes 2 questions.
Juste derrière. La nouvelle horticulture, en fait, c'est toutes les nouvelles cultures alimentaires, en fait, et pas uniquement alimentaires, il y a un petit peu non alimentaire aussi dedans, tout ce qui est fleurs coupées, etc., qui vient remplacer la canne à sucre. Donc c'est en ça qu'elle est nouvelle. Après, dans le scénario S5, qui n'est pas représenté ici, au niveau des cartes, ça change rien, mais il y a aussi, donc c'est dans ce scénario-là, de nouvelles cultures, et là, du coup, le scénario va vraiment insister à ce que progressivement on ait pas uniquement les mêmes cultures qu'on fait aujourd'hui qui soient cultivées dans les mêmes zones, et donc on a vraiment on essaie de voir que par grande zone on ait toutes ces cultures qui coexistent et qui fassent qu'en fait à l'échelle de l'île on va vraiment vers une production très diversifiée et surtout qui couvre à la fois la partie féculent, la partie on va dire fruits et légumes frais, et puis des parties plutôt protéagineux et oléagineux, même si là-dessus en fait ça suffit pas, ça suffit pas. Mais par contre ça augmente quand même beaucoup sur les féculents. Et c'est aussi, il y a 20% de ces surfaces qui sont réservées pour de l'alimentation animale, que j'ai pas représenté aussi, mais dans le scénario S5 on arrive à augmenter la substitution des concentrés, donc on nourrit mieux les animaux avec des cultures locales. Voilà. Je sais plus. Ouais, oui, c'est ça. Non, mais rotation des cultures, on n'est pas rentré dans le détail des itinéraires techniques. Le modèle fonctionne sur des pas de temps d'1 an, et en gros, c'est sur 1 an, qu'est-ce qui va se succéder sur une parcelle. Donc ça, c'est vraiment l'idée de la rotation. Comme je disais dans une partie de mon exposé, aujourd'hui, les rotations, elles pourraient être améliorées. On pourrait mettre davantage de rotation sur les cultures et pas uniquement avoir 3 ou 4 mois de salade et puis après plus rien pendant 1 an, qui est des choses qui s'observent par endroit. Même si on a des différences climatiques qui font qu'il y a des cultures qu'on peut faire qu'à une partie de l'année et d'autres qu'on peut faire qu'à une autre partie de l'année. Mais du coup, par exemple, la culture, il y a une rotation qui serait possible, riz, et bandes de maraîchage, puisque ces deux cultures, vraiment les bandes de maraîchage, c'est vraiment plutôt des cultures pendant l'hiver austral. En fait, c'est l'idéal parce qu'il y a moins de pression, notamment d'insectes qui viennent boulotter vos cultures. Mais par contre, le riz, lui, c'est plutôt une culture d'été qui profite vraiment de toute la pluie, etc. Donc il y a comme ça des rotations qui seraient possibles entre un glucide et puis un fruit et légumes frais, et d'avoir du coup sur une même parcelle de la production toute l'année. Dernière question. Ouais, du coup, je vais essayer de la poser assez vite. Alors déjà, merci pour ce travail qui est hyper complet et hyper riche. Ma question, c'est de savoir comment tu avais relié ça par rapport au tourisme à La Réunion, et notamment sur l'usage de l'avion, alors pas forcément pour des vocations touristiques, mais des gens des étudiants par exemple qui reviennent voir leur famille, etc. Je voulais un petit peu avoir ton avis par rapport à ça. Alors sur le tourisme, il y a deux choses, et il y a même un point qui se rajoute qui moi m'interpelle aussi. C'est qu'en fait ça fait une population non résidente supplémentaire, mais qui du coup quand elle est là, elle se nourrit, fait cuire son manger, utilise de la lumière, etc. Donc c'est une consommation supplémentaire d'une population non résidente. Et surtout, c'est surtout là-dessus que j'ai pris en compte, c'est que c'est quelque chose qu'on peut chiffrer qui va participer à l'étalement urbain. Donc ça rajoute un petit delta supplémentaire qui fait que, en fait aujourd'hui, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais il y a eu une période où vraiment c'était flagrant, où la ville s'étalait beaucoup plus vite que l'augmentation de la population. Donc, alors il y a plein de choses qui jouent, il y a tout ce qu'on appelle l'évolution des modes d'habiter aussi, la décohabitation, le fait que la taille des ménages est diminuée, donc que vous vivez moins avec vos parents et vos grands-parents, que quand vous prenez la tête avec votre +1, vous pouvez prendre chacun une maison, si vraiment ça devient ingérable. Voilà, c'est des choses qui font que la société a un visage différent, et donc ça se voit dans l'habitation. Mais voilà, il y a un rajout là-dessus, qui est la question aussi du bâti touristique, hôtel, etc. Et c'est quelque chose qui peut se chiffrer, mais qui est quand même pas évident, mais voilà, ça rajoute un petit quelque chose. Et il y a un dernier point qui est sur l'eau. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'ai intégré, mais qui est une vraie interrogation de ma part, parce que je sais que notamment il y a des gros projets touristiques qui vont se faire dans l'Ouest, dans des zones où on est déjà en tension sur l'eau,
avec des projets de golf, etc. Et voilà. Et c'est des choses que... Il y a quelqu'un qui va reprendre la suite du modèle, et j'aimerais vraiment qu'il intègre la question de la ressource en eau, justement pour montrer que déjà, en fait, sans ça, on est ric-rac, quoi. Donc rajouter ça par-dessus, ouais, c'est un peu de la folie. Alors applaudissons vraiment à rompre le... Merci infiniment Valentin. Je crois vraiment que demain tu pourras fêter le 14 février. Vous avez noté bien sûr que les amis de l'université s'inscrivent tout à fait dans les orientations donc présentées par Valentin tout à l'heure, car lorsque vous venez, vous pimentez votre savoir, n'est-ce pas? Et bien sûr, cette chose ne peut se faire que si vous alimentez également cette possibilité de culture, cultiver son jardin, n'est-ce pas? Car l'humus qui nous est nécessaire, c'est l'adhésion. Voilà. Alors, on vous a distribué un petit papier. Ne manquez pas de faire ce geste, ça ne vous revient qu'à 22 €, et en fait, c'est faux, parce que vous avez droit à un reçu fiscal qui, déclaré dans vos impôts, réduit la part qui vous incombe. Et ça ne vous coûte que 6,54 € pour être très précis, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous invite vraiment